Donc nous avions également envie dans cette troisième partie d'évoquer une question sur laquelle on va probablement être encore assez fortement en accord, celle de la crise écologique majeure que nous traversons et des moyens d'y faire face éventuellement via une approche interdisciplinaire. Donc il est vrai que la situation est catastrophique, vraisemblablement sans précédent. Je discutais il y a quelques jours avec un biologiste qui me disait que finalement la disparition des espèces n'est pas encore un bon critère, parce que pour qu'une espèce soit décrétée disparue, il faut que le dernier spécimen ait effectivement disparu, et donc actuellement le taux de disparition est encore raisonnable, mais que si on extrapole au rythme actuel, dans 200 ans, il n'y a plus rien. Donc on est littéralement en fait en train de parler de la fin du monde. Et moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que nous n'ayons pas encore réussi à renverser en quelque sorte la hiérarchie des valeurs, ou plus exactement le rôle de celui qui est sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un programme politique par exemple, quelque chose qui nous concerne tous, tenter de gagner un point et demi de croissance, ça c'est sérieux. On est en costume, on est bienvenu, on est écouté, on recueille des voix. Mais tenter simplement de sauver le monde, de faire en sorte que la planète puisse continuer d'exister, là, c'est le doudingue, voilà, c'est le gentil, l'homme un peu idéaliste, déraisonnable, voilà, idéaliste, qui ne fait pas face aux problèmes réellement importants. Alors là, je crois que la vie scientifique a quand même un sens, parce que nous sommes entrés dans un mode de consommation qui est exponentiel. C'est très intéressant l'exponentiel, parce qu'en mathématiques, c'est une fonction très singulière, elle a beaucoup de propriétés qu'aucune autre fonction n'a. Et ce que les physiciens savent, c'est que quand un système physique entre en régime exponentiel, c'est ce qu'on appelle une instabilité. C'est-à-dire que très rapidement, il va cracher. Si on ne fait rien, en quelques périodes, le système est forcément mort. C'est ce qui détruit un haut-parleur par effet Larsen, par exemple. C'est une croissance exponentielle. Et il se trouve que nous sommes entrés en mode de croissance exponentielle, c'est-à-dire quelque chose qui est par définition non tenable. Et c'est pire que ça, parce qu'il se trouve que le taux de croissance que nous avons choisi, que les économistes nous recommandent, quelques pourcents par an, est le pire taux de croissance possible, parce que c'est celui qui fait que nous avons à l'échelle d'une génération les bénéfices de cette croissance. On arrive à observer un certain gain dans le confort du quotidien, mais nous reportons sur la génération suivante les méfaits de cette croissance. C'est-à-dire que c'est la plus machiavélique, entre guillemets, croissance possible. Donc le désastre est en cours, voilà, nous sommes en train de l'observer, et comme nous l'avons l'un et l'autre constaté, ce qui est absolument dramatique dans cette situation, c'est que le savoir de ce désastre, qui aujourd'hui a pénétré l'essentiel de la société, n'induit absolument aucun changement des attitudes. C'est un peu ce qu'on appelle en philosophie la guillotine de Hume. Le fait d'avoir connaissance d'un problème n'est jamais suffisant pour entraîner l'action. Et la question qui se pose maintenant, effectivement, est comment générer l'action. Donc moi, je crois que tu as beaucoup travaillé sur le fait d'induire un déplacement en permettant à ce savoir abstrait ou conceptuel de pénétrer notre champ émotif, culturel, perceptif. Je me pose aussi la question, et c'est un ouvrage que je suis en train de sortir avec Louis Schweitzer, de celle du droit animal. Peut-être faut-il aussi poser la question du droit, parce que l'erreur qui consiste à dire « chacun fait ce qu'il veut », c'est qu'elle oublie qu'il y a une tierce personne dans cette histoire, qui est l'être vivant qui souffre de cette liberté. Et donc peut-être faut-il collectivement définir une mutation de ce point de vue, et j'aimerais avoir ton ressenti sur cette question. Oui, il me semble qu'une des difficultés tient sans doute au fait que l'écologie, les constats scientifiques de l'écologie vont contre un certain nombre de nos intuitions ou de nos mesures. Il faut être capable d'appréhender des séries causales très longues dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire l'idée que la pollution d'un 4x4 américain a des conséquences sur la désertification du Soudan, et donc potentiellement sur les conflits qui peuvent advenir là-bas suite à des contraintes climatiques plus importantes. Et dans le temps, la couche d'ozone a mis des millions d'années à se former, et nous avons réussi en 200 ans d'industrialisation à l'abîmer, alors qu'elle a été la condition sine qua non de la sortie du vivant des océans, puisque en filtrant les ultraviolets. Bon. Et j'utilise dans un cours que je donne sur l'écologie cet outil assez pratique qui est le calendrier cosmique de Carl Sagan, que j'imagine tu dois connaître, qui rapporte l'histoire de l'univers à l'échelle d'une année, et qui montre que si le Big Bang c'est le 1er janvier et que nous sommes maintenant un an après, à minuit, eh bien en fait déjà à cette échelle géologique,
l'humanité est vraiment un micro-événement. Le temps d'une vie humaine, c'est le temps d'un battement de cils. Nous arrivons à 23h55 et des poussières, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Et donc il est évident que nous ne durerons pas longtemps. Et au fond, ça, c'est pas en soi dramatique. C'est-à-dire que l'humanité, que Homo sapiens, qui est apparu il y a 200 000 ans environ, ne soit plus là pour 200 000 ans de nouveau, bon, bah, il connaîtra le sort des autres espèces qui l'ont précédé sur Terre. Et après des effondrements de la biodiversité, il peut y avoir parfois des reprises, mais ces reprises prennent des millions d'années. La question, simplement, c'est quelle est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et de l'avenir sur combien de temps? C'est-à-dire que si la diversité du vivant, la richesse du vivant et les conditions d'habitabilité de cette planète ne sont plus garanties que pour 100 ou 200 ans, alors là, vraiment, nous aurons fait le choix d'avoir une histoire en forme de feu d'artifice très intense mais très bref, au lieu d'une vie plus économe en ressources, mais plus viable. Et le pire est que ce feu d'artifice, on le sait, ne profite pas du tout à tout le monde. Puisque les inégalités sont massives sur la planète et qu'en fait, quand on dit que l'homme pollue, moi j'essaie de déconstruire ça et je dis à mes étudiants d'utiliser le moins possible ce concept de l'homme parce que il nivelle tout, il donne le sentiment que les Africains, les paysans africains qui n'ont pas de voiture sont tout aussi responsables que les consommateurs de la côte est américaine ou que les gens qui prennent l'avion 10 fois par an. Donc il faut rétablir peut-être ces ordres de grandeur. Ce que tu disais sur la croissance exponentielle, par exemple, n'est pas non plus intuitif. C'est-à-dire que je crois que ça, c'est pas encore passé dans la culture générale, cette idée qu'une croissance faible, de l'ordre de 1% par an, selon la loi de la croissance continue, bah, en fait, c'est une croissance qui va avoir des effets exponentiels assez vite. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, elle a modifié renouvelé un tiers du paysage économique d'un pays, donc en une génération, avec les bénéfices que tu mentionnais. Mais en un siècle, elle peut faire vraiment décoller des pays. Claude Lévi-Strauss disait que le monde dans lequel il était né vers 1900, qui comptait 1,5 milliard d'hommes, n'était pas du tout le même que celui dans lequel il mourait et qui en comptait plutôt 7 milliards, et qu'on ne pouvait plus raisonner de la même manière. Or, je ne crois pas que cette réalité-là soit vraiment encore acquise quand on parle par exemple de la cause animale, puisque c'est un domaine qui nous tient à cœur. Souvent, les gens répondent pourquoi on ne pourrait pas consommer de viande alors que le guépard mange l'antilope ou le lion mange la gazelle. Mais des lions et des guépards, il en reste quasiment plus puisque nous les avons pour l'essentiel exterminés en faisant reculer leurs habitats et en les surchassant. Alors qu'à l'inverse des hommes, il y en a 7,5 milliards. Et donc, il me semble que de ce point de vue, on peut repenser, il faut une éthique de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Un auteur que j'aime bien, qui est un des premiers forestiers américains qui est spécialiste de la gestion du gibier, qui s'appelle Aldo Leopold, dans l'Almanach d'un comté des sables, qui est un livre qui paraît en 1948, parle d'une éthique de la terre. En quoi elle consiste, cette éthique de la terre? Elle consiste à se demander, étendre notre sphère de responsabilité, que ce soit une responsabilité face aux vivants et pas seulement face aux autres hommes, que ce soit une responsabilité par rapport aux générations futures également, mais aussi à se demander est-ce que mon comportement individuel serait soutenable s'il était reproduit non pas par seulement 100 000 personnes, mais par 1 million ou par 1 milliard de personnes. Et dans bien des cas, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas. Alors ensuite, en termes de psychologie, donc je crois qu'il y a ces questions d'ordre de grandeur qui sont difficiles à percevoir. Il y a aussi le fait que se limiter puisse paraître aller contre nos intérêts de court terme et de moyen terme. Et donc peut-être là, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que la condition d'aisance à laquelle les gens aspirent, la condition de succès professionnel, social, etc., est une condition qu'on peut requalifier comme une condition de très gros pollueur en fait. Avoir du succès, c'est être invité à se déplacer, c'est prendre l'avion, c'est avoir éventuellement plusieurs résidences, etc. Et c'est un idéal que beaucoup de gens visent, un idéal d'aisance qu'on peut reconnaître comme légitime. Et en même temps, il est absolument insoutenable.
Oui, ça pose de très multiples problèmes. Et je partage assez ton avis que si l'espèce humaine disparaît à relativement moyen terme, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument dramatique. Mais ce qui finalement me contrarie un peu dans cette affaire, c'est que nous ne serons pas seuls dans la chute en fait. Et que nous entraînons aussi des millions d'espèces vivantes qui payent les frais de notre inconséquence. Et je trouve que ces dernières peuvent être également pensées ou au moins envisagées pour elles-mêmes et pas seulement en tant qu'environnement, puisque c'est un mot qui est finalement assez violent dans sa structure même de ce qui constitue le cœur de notre humanité. Et je crois que c'est vraiment important de déplacer le problème et de penser l'animal en tant que tel. Éric Baratet, par exemple, écrit en ce moment différentes histoires du point de vue de l'animal. C'est très intéressant de considérer non pas comment il se déploie dans la grande histoire des hommes, mais quelle est son histoire propre, puisque bien sûr, contrairement à la doxa philosophique souvent un peu désuète quand même sur cette question, l'existence d'une histoire animale ne fait aujourd'hui plus question. Et je crois que la question, le problème, la difficulté ou la tragédie écologique qui est en train de s'écrire est effectivement connexe quand même à cette question animale, parce que nous ne sommes pas seuls face à ce bouleversement global qu'on appelle aujourd'hui anthropocène, c'est-à-dire ce moment en effet où la géographie globale de notre environnement, c'est le cas de le dire cette fois, est entièrement modelée par nos activités humaines. Donc nous ne sommes plus des habitants du monde, nous sommes des faiseurs de monde, mais l'ennui c'est que notre manière de le faire, c'est justement de le défaire. Et ceci entraîne dans la chute tous ceux qui finalement ne l'ont pas désiré. Et je pense que c'est quelque chose dont je faisais mention brièvement dans mon roman, cette idée qu'on déploie des budgets de recherche scientifique, etc., pour envoyer des signaux dans l'espace, guetter des formes de vie extraterrestres, qui seront des formes de vie dont celles qui nous seront accessibles seront peut-être très pauvres, des formes de vie unicellulaires, on détecte la présence d'eau dans des astres, au même moment où nous sommes incapables de constater la richesse de la vie animale autour de nous, où nous n'avons pas fini de la recenser, en particulier la vie des océans ou de certaines forêts encore assez préservées, et où nous sommes en même temps en train de la détruire. Donc on a une curiosité pour des formes d'altérité dont on ne sait rien et qui seront peut-être inintéressantes ou peut-être menaçantes, etc. Et en revanche, on manque fondamentalement de curiosité pour les formes du vivant autour de nous. Je dis souvent que le grand malheur des insectes est d'être nés sur Terre. On aurait trouvé les morphologies des insectes sur Mars, ça serait absolument extraordinaire de beauté, ces exosquelettes avec des membres d'une délicatesse, finalement d'une subtilité incroyable, mais ils ont le malheur d'être terriens, donc on les écrase avant même de les avoir regardés. C'est absolument sidérant. Mais je pense que notre responsabilité est quand même particulièrement aiguë sur ces questions parce que on ne peut pas demander, je crois, à l'être humain une cohérence globale. On est tous un peu incohérents, et tant mieux. Tu parlais d'amour tout à l'heure, oui, on ne fait pas l'amour comme on écrit des équations mathématiques, et tant mieux. Nous sommes incohérents et nous avons tous droit, je crois, à cette petite ambiguïté finalement, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on désire et dans ce qui nous définit. Mais le problème du rapport à l'animal, c'est que ce n'est pas une incohérence globale, c'est une incohérence locale. C'est-à-dire que finalement, le degré de discordance cognitive interne est absolument extrême. C'est-à-dire que presque aucun de nous n'accepte la connaissance explicite de ce qu'il est en train d'engendrer. Par exemple, quand il mange de la viande, mais pas seulement, puisqu'en effet, un mode de vie, comme tu le disais, polluant, aura aussi des conséquences sur la diminution des espèces vitales, qui est aussi important vraisemblablement que la consommation carnée. Donc là, c'est problématique, parce que même dans le microcosme de cette action-là, nous sommes déjà en désaccord entre ce que nous faisons et les conséquences directes, immédiates, presque tangibles de ce qui est fait. Tu sais, il y a des expériences intéressantes, des gens vont acheter du saucisson et puis le charcutier vient avec un petit cochon en disant « écoutez, c'est parfait, il sera tout fait, repasse dans une demi-heure. » Ah mais non, surtout pas. Vous allez le tuer le cochon pour moi, surtout pas. Mais on sait bien que ce n'est pas fait en plastique, le saucisson, quand même. Donc, c'est très curieux de se dire, on veut bien le faire, mais surtout, on ne veut pas savoir qu'on le fait. Et là, je crois en effet que d'un point de vue scientifique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue artistique en général, ou du point de vue de l'utilisation des nouveaux médias, il est absolument indispensable de donner à voir. Et je trouve absolument scélérates les lois qui apparaissent aujourd'hui et qui tentent précisément de masquer tout ce qui est commis. On sait qu'on tue à peu près... Les chiffres disent quelque chose quand même. On tue à peu près chaque mois plus d'animaux qu'il n'a existé d'hommes dans toute l'histoire de l'humanité.
Moi j'appelle ça un crime contre la vie, comme le concept très fort de crime contre l'humanité a été forgé conséquemment aux horreurs commises pendant les guerres. Je pense que c'est un crime contre la vie en elle-même, parce qu'on a réifié, on a toujours mangé de la viande, c'est vrai, mais là on a réifié le vivant à un point où c'est son statut même de vivant qui lui est nié de A à Z. Ce sont des vivants qui n'ont jamais vécu. Parce que c'est pas seulement l'abattage qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas eu de vie avant, parce que finalement les fins de vie sont assez souvent difficiles, y compris pour les hommes. Là, c'est une négation de la vie en tant que telle. Donc je crois que notre rapport à l'animal est un crime contre la vie et que notre non-rapport à l'écologie est finalement un crime contre l'avenir. Mais contre un avenir dont précisément nous ne sommes pas les seuls dépositaires. Donc il se passe quelque chose d'une gravité inouïe, me semble-t-il, presque sans précédent. Et il y a quand même une responsabilité collective à ne pas s'en emparer de façon prioritaire. Donc, tu parlais tout à l'heure de hiérarchie des valeurs, mais c'est aussi une hiérarchie des sujets, hein, oui. Et en particulier dans les médias, puisque c'est quand même eux qui façonnent le plus, après l'école, l'éducation, le système d'enseignement, nos façons de penser. Bon, je pense que à l'école et dans l'enseignement supérieur, l'écologie est fascinante et devrait monter en puissance parce qu'elle permet la collaboration de plein de disciplines différentes. Des géographes peuvent s'en emparer, des historiens, des biologistes, des physiciens, etc. Et puis dans les médias, elles souffrent d'être une violence trop lente en fait. C'est-à-dire qu'un certain nombre de changements sont imperceptibles et quand ils deviennent perceptibles, c'est qu'il est déjà trop tard. Quand un glacier se met à reculer très vite, et que ça devient quelque chose qu'on peut filmer en accéléré, eh ben c'est qu'il n'y a plus grand-chose à faire malheureusement. Donc il y a cette question du visible et de l'invisible qui est vraiment très importante. Il faut réussir à penser des modes de visibilité pour chaque problème écologique et ce ne sera pas les mêmes. Dans les abattoirs, on peut mettre des caméras et si les murs des abattoirs étaient transparents, sans doute le nombre de gens qui consomment au quotidien de la viande diminuerait pas mal, parce que la dissonance cognitive deviendrait peut-être insupportable. Mais pour d'autres problèmes, où les échelles de temps sont très très longues, visibiliser va supposer une autre démarche. La Grande Barrière de Corail, par exemple, qui est quand même une sorte de chef-d'œuvre architectural animal, qui est lié à la collaboration de centaines de milliers d'espèces animales et végétales sur 18 millions d'années. C'est la plus ancienne structure vivante sur Terre. Et à côté de quoi, la muraille de Chine ou d'autres chefs-d'œuvre de l'humanité sont vraiment des détails. Elle est en train de blanchir. Là, ça fait 2-3 ans de suite qu'il y a des épisodes de blanchiment qui tuent les coraux. Il est probable qu'elle n'existera plus en 2100, ou en tout cas plus du tout sous son état actuel, mais vraiment à l'état de ruine. Il ne faut pas permettre à tout le monde d'aller la voir en faisant de la plongée, parce que ça la détruirait. Il y a une économie de la contemplation, c'est un autre terme dont parle Aldo Leopold, que je citais tout à l'heure. On peut se dire qu'il faut remplacer une économie de la prédation par une économie de la contemplation, aller observer les oiseaux plutôt que de leur tirer dessus. Mais à un certain degré de massification, l'économie de la contemplation aussi est nuisible. Si on fait en sorte que tout le monde puisse aller voir le Sahara, il ne ressemblera plus à ce qu'il est. La Grande Barrière de Corail, elle sera détruite. Et donc ça suppose d'accepter là aussi des médiations, c'est-à-dire qu'on nous montre cette beauté du vivant, parce que je crois quand même qu'une esthétique de la Terre, des ouvrages vidéo, photographiques sur la beauté de la Terre génèrent aussi une forme de prise de conscience, surtout quand c'est mis en parallèle avec ce à quoi ressemble une carrière d'exploitation de sable bitumineux au Canada, qui sont des paysages absolument ravagés. Ça c'est important, mais ça doit se faire par des médiations et ça ne peut pas se faire en direct. Et inciter les médias dès que possible, c'est-à-dire y compris nous en tant que consommateurs aussi des médias, acteurs mais aussi consommateurs des médias, à diffuser de l'information sur ces sujets, valoriser l'information sur ces sujets, c'est vraiment très important. Je parlais il n'y a pas si longtemps avec Audrey Garrick, qui est une journaliste au Monde, qui traite la question animale. Elle me disait qu'il y a 5 ans, ça n'intéressait pas assez les gens pour qu'un journal comme Le Monde puisse se permettre de faire les gros titres là-dessus. Et que c'est aussi parce que maintenant il y a des lecteurs que le service dont ça dépend va avoir des moyens, va donc pouvoir faire peut-être un peu d'investigation et pas seulement de la reprise des pêches.
Oui, mais comme tu dis, c'est quand même un peu un ouroboros, quoi. C'est un serpent qui se mord la queue, parce que c'est évidemment le traitement médiatique qui va aussi engendrer l'indignation et la prise de conscience. Il y a quelques années, tu te souviens, la France avait été indignée parce qu'une jeune fille avait été saisie par la police et reconduite hors de nos frontières en plein milieu d'un cours, et on se rendait compte que des enfants étaient reconduits aux frontières, mais c'est quotidien. Donc finalement, la presse avait choisi de le montrer, ça a suscité l'indignation, mais on ne le montre pas à nouveau. Non. Donc il y a évidemment une fabrique de l'histoire, pour reprendre le titre d'une émission bien connue, qui est mise en place par le traitement médiatique et qui est quand même, je pense, assez dramatique, parce que bien sûr, si un événement violent a lieu en France, il y aura une nécessité de couverture, mais la disparition d'une espèce n'est pas considérée comme un événement violent. Donc là, je crois quand même que notre hiérarchie est en partie façonné par la médiatisation et le rendu en image, et qu'il y a quand même une responsabilité très forte, je trouve, de la page écologie qui se trouve quand même à la fin du média. Mais plus peut-être encore que la responsabilité médiatique, il me semble que la responsabilité politique est criante, mais au sens fort du terme. Parce que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration au confort, et il y a un désir de ne pas prendre ses responsabilités, qui est inhérent aux vivants et dont il serait vraisemblablement injuste de faire le procès à nos concitoyens et à nous-mêmes d'ailleurs. Mais on a inventé quelque chose pour ça, c'est précisément la politique. Nous avons justement inventé le pouvoir politique parce qu'on sait très bien qu'à l'échelle individuelle, s'il n'y a pas de garde-fou, s'il n'y a pas de droit, nous allons aller là où il ne faut pas aller. Chacun le sait. Et c'est précisément pour ça que nous nous sommes organisés en société et que nous avons considéré que certains devaient légiférer, parce qu'à l'échelle individuelle, nous ne serons pas capables de poser les limites. Mais cette légifération, nous avons l'arsenal institutionnel pour le mettre en place, nous avons le pouvoir qui peut le faire, et il ne le fait pas. Et là, je crois quand même qu'il y a quelque chose de dramatiquement irréparable qui est en train de se jouer, parce que ça pourrait être fait, et ça ne se fait pas. C'est aussi parce que les intérêts du politique et sa temporalité propre sont très incompatibles avec ce qu'on décrit en termes de dégâts. C'est-à-dire qu'un mandat de 5 ans ne suffit pas à redresser la barre d'une situation écologique dégradée, ne suffit pas non plus à ce que l'opinion publique attache tellement plus d'importance à ces sujets qu'un politique qui ne les prendrait pas en compte soit disqualifié. Donc la discordance, elle se joue aussi vraiment, je crois, dans ces échelles temporelles. Il y a des idées qui sont assez belles, il faudrait trouver les moyens de les mettre en place, mais qui serait de faire un système bicaméral où une des deux chambres dans une démocratie représenterait les intérêts du vivant et pas seulement les intérêts des hommes. Donc une chambre où seraient défendus les intérêts des océans, les intérêts des espèces animales, etc. C'est pas facile de penser ce que c'est que cette notion d'intérêt, parce qu'on peut se dire que c'est de l'anthropocentrisme, hein, tout de suite. En quoi on sait ce que veut une pieuvre ou un guépard. Mais à minima, on peut se dire qu'ils ont intérêt à vivre et à ce que leur vie ne soit pas interrompue prématurément. Oui, je crois que c'est essentiel. Et finalement, c'est pas si grave. Anthropocentrisme, je ne sais pas, peut-être un peu d'anthropomorphisme, mais tant mieux finalement, parce que penser, c'est toujours un peu penser à la place de l'autre, et je crois qu'il ne faut pas avoir une peur panique de ça. On accède toujours à l'autre avec nos propres moyens en réalité. Et je crois que pour aller dans ce sens, et peut-être pour conclure notre petit échange qui a été autour de l'indisciplinarité, il faut peut-être parfois user aussi un peu de violence symbolique. À titre d'anecdote, dans tous mes petits livres de vulgarisation scientifique, j'ai toujours glissé des messages assez activistes pour la cause animale ou pour la prise de conscience écologique. Systématiquement, mon papa, qui est un ancien journaliste, me dit « mais ça n'a rien à faire là. Les gens n'achètent pas ça, tu n'as aucune compétence, tu n'as aucune légitimité, tu écris un livre sur les trous noirs, parle de trous noirs. » Et j'ai réussi à le convaincre, je crois, un peu un jour en lui disant « mais en fait, papa, je vais te dire la vérité, je m'en fous un peu des trous noirs. » Finalement, le cœur du livre, c'est ça. C'est la petite anecdote de 3 lignes ici qui dit « mais arrêtez, bordel, de détruire cette planète. » Et je crois que finalement, tant pis si c'est un peu hors propos, il faut user finalement maintenant de toutes les armes dont on dispose parce que c'est une guerre pour la vie. Tu souscris à cette c'est-à-dire qu'il y a le risque de l'inélégance. Moi, j'ai fait ce roman, donc des Fêtes des maîtres et possesseurs, qui est très élégant, qui est un livre engagé en même temps. Oui. Et donc, or, l'engagement en littérature française, c'est quelque chose qu'on craint. On le craint depuis, disons, la fin d'une ère Sartre et compagnie, pour 2 raisons.
ça aurait inféodé la littérature à des causes politiques, dont certaines se sont révélées être en fait des catastrophes, comme la cause soviétique. Et puis, ça nuirait à la forme, ça nuirait à la cohérence formelle, etc. Moi, il me semble qu'il faut chacun, depuis nos sphères d'activité, et pas seulement nos disciplines universitaires, mais vraiment chaque individu, depuis ce qu'il fait, essaye de penser en quoi sa pratique professionnelle ou privée peut être un engagement, et en quoi l'engagement ne détruit pas le sens de sa pratique. Tes livres de diffusion des savoirs scientifiques ne sont pas rendus inutiles ou maladroits par la présence de ces passages qui montrent au contraire que ton souci est un souci systémique et global. Et dans le roman, j'ai pas voulu sacrifier au plaisir de la création d'un univers, au plaisir formel, aux soins de la phrase. Et en même temps, je n'ai pas voulu non plus faire semblant qu'il n'y avait pas de positionnement d'un auteur par rapport à cette question. Je sais où je suis et je sais quel champ je veux soumettre à l'attention du lecteur. Exactement. Il y a en ce moment, se déploie un grand mouvement de lutte contre les biais cognitifs. D'un certain point de vue, c'est une bonne chose, parce qu'en effet, il y a des erreurs qui doivent être corrigées, et il est naturel de le faire, mais en même temps, vivre, c'est être un biais cognitif. Soyons des biais cognitifs fiers de l'être. Après tout, penser, c'est forcément biaisé, et moi je suis assez réjoui que ton grand roman ait été aussi un livre engagé.